Je n'étais qu'un simple passant qui se trouvait là par hasard. Et j'ai sauvé, sans le vouloir, à la suite d'une rupture amoureuse, l'héritière de la famille Liu qui était sur le point de commettre l'irréparable. La jeune demoiselle, Liu Ruiyan. Elle a eu le coup de foudre pour moi. Elle m'a aidé à surmonter petit à petit mon chagrin d'amour. Jusqu'à ce que nous nous disions oui. Cependant, un terrible accident de voiture m'a fait perdre 5 ans de mémoire. Ma mémoire est revenue à l'époque où j'aimais passionnément mon premier amour, Yiteng Cheng. Mais jamais je n'aurais imaginé que mes beaux-parents, qui m'avaient toujours méprisé, profiteraient de l'occasion pour faire revenir Yiteng Cheng au pays, dans l'espoir de raviver la flamme entre elle et moi. Et ce qui était encore plus impensable, c'est que Liu Ruiyan, celle qui avait tant souffert d'un chagrin d'amour, au point de vouloir renoncer à la vie, poserait calmement une simple question, qui laisserait tout le monde sans voix. L'odeur de désinfectant dans la chambre d'hôpital, et le bip régulier du moniteur cardiaque, ont constitué tout mon univers ces 3 derniers jours, jusqu'à ce que ses cils à lui se mettent à trembler. Mon monde s'est alors remis à battre. Pendant les 72 dernières heures, j'ai veillé sur lui, avec l'impression d'être prisonnière d'un cauchemar sans fin. Mais quand il a enfin ouvert les yeux sur son lit d'hôpital, je n'ai vu dans son regard magnifique que de la méfiance et celui d'un étranger. Toute trace de l'amour d'autrefois avait disparu. « Qui es-tu » Ce furent ses premiers mots. Une question pleine de doute et de méfiance à mon égard. Il s'est réveillé, mais il m'a oublié. Les mots du médecin résonnent encore dans ma tête. Chaque syllabe est comme une lame émoussée, qui lacère mes nerfs sans relâche. Lésion de l'hippocampe, amnésie rétrograde. La durée de la perte de mémoire varie d'une personne à l'autre. Pour lui, cette variation représente 5 ans. 5 ans qui couvrent tout, de notre rencontre à notre amour. Et toute la période jusqu'à notre mariage. Il avait tout oublié. Je n'ai pas piqué de crise. Je n'ai même pas montré une tristesse excessive. Parce que je savais qu'à cet instant, la moindre émotion trop forte pour lui ne ferait que l'effrayer. J'ai tiré une chaise. Et je me suis assise non loin de son lit d'hôpital. C'était une distance de sécurité. Une distance qui ne risquait pas de le brusquer. Il s'est passé beaucoup de choses ces 5 dernières années. Nous nous sommes rencontrés il y a 3 ans. Et puis, en décembre dernier, nous nous sommes mariés. Je me suis efforcé de maîtriser mes émotions, d'un ton aussi calme que possible. Je lui ai raconté les événements de ces 5 dernières années, un par un, en détail. À cause d'un accident de voiture, tu as perdu la mémoire des 5 dernières années. Pour qu'il me croie, j'ai sorti mon téléphone. Mon doigt a glissé sur l'écran froid. Mon geste pour le déverrouiller était stable. D'une stabilité qui me faisait peur à moi-même. La première photo de l'album. C'était une de nous deux au sommet d'une montagne enneigée en Suisse. Je l'avais enveloppé dans mon grand manteau. Il avait le bout du nez tout rouge à cause du froid. Mais son sourire était plus éclatant que la neige derrière lui. Je lui ai tendu le téléphone. Il l'a regardé, hésitant. Son regard était vide. Empli de méfiance, mais sans la moindre trace de familiarité. Les photos défilaient les unes après les autres. Dans un champ de lavande en Provence. Lui, il avait glissé un petit bouquet de fleurs mauves sur mon col. Sur les pavés de Kyoto. Il portait un kimono. Et s'était mis sur la pointe des pieds pour m'embrasser sur la joue. Dans la cuisine de notre maison. Il portait ma chemise blanche. Avec un tablier rose improbable noué à la taille. Il avait de la farine sur le visage. Il brandissait une spatule vers moi d'un air menaçant. Sur la photo, ses yeux étaient plissés par un large sourire. C'est l'image de lui qui est gravée dans mon cœur. Mais ce bonheur qui semblait sur le point de déborder, pour celui qu'il est aujourd'hui, n'est qu'une étrangeté incompréhensible. Je le regarde, essayant de déceler dans son expression glaciale la moindre fissure, le moindre relâchement. Mais il n'y a rien. Ses sourcils sont légèrement froncés, comme s'il regardait l'album photo d'un parfait inconnu. Ce n'est pas lui. Je peux lire cette phrase dans son regard. Du moins, ce n'est pas celui de ses souvenirs. Je me force à affronter son regard, si clair et pourtant si distant. Je sais que tu n'es pas obligé de me croire tout de suite. Tu peux faire tes propres recherches. Demander à tous tes amis. Mais avant ça, j'ai une suggestion. Je ravale l'amertume qui me monte à la gorge. Mot à mot. Je lui dis distinctement. Pour l'instant, n'annonçons pas la nouvelle de ta perte de mémoire. Ça évitera que des personnes mal intentionnées profitent de la situation. Et puis, quand tu seras en contact avec d'autres gens, à travers leurs réactions, tu pourras juger par toi-même si je dis la vérité. Il hoche légèrement la tête. La distance dans son regard semble enfin s'atténuer un peu. Puis, il me rend le téléphone. Comment est arrivé l'accident ? Il pose enfin la question cruciale. Cette question est comme une clé, qui fait sauter le verrou de mon calme de façade. Ma gorge se serre, je déglutis péniblement. L'énorme rocher qui s'était enfin détaché de ma poitrine à son réveil, s'était enfin écrasé au sol, est de nouveau soulevé, pesant de tout son poids sur mon cœur. Je le sens. Mes ongles s'enfoncent profondément dans la paume de ma main. C'est l'image de l'instant où il m'a sauvé. Le hurlement strident des pneus sur l'asphalte. La force de sa main me poussant sur la poitrine.
Et lui. Ses yeux qui ont perdu toute leur lumière au moment où il est tombé. Tout explose à nouveau dans ma tête. Une voiture folle a foncé sur nous, et tu m'as poussé. À peine avais-je fini ma phrase. Bang! La porte de la chambre a été défoncée, comme par une bête sauvage. Et s'est écrasée violemment contre le mur. Mais à l'instant où j'ai reconnu la personne qui venait d'entrer, mon sang s'est glacé dans mes veines. C'était Yi-Teng Cheng, le premier amour de Ruyan. C'est aussi l'homme qui l'a plongé dans un chagrin d'amour qui a duré 2 ans. Et à cet instant, Liu Ruyan, dont la mémoire a reculé de 5 ans, ni plus, ni moins, est revenu pile à ses 20 ans. À l'époque où elle aimait Yi-Teng Cheng plus que tout. En réalisant cela, tous les muscles de mon corps se sont tendus involontairement. Yi-Teng Cheng portait un trench coat beige bien coupé. Ses cheveux étaient légèrement humides, comme s'il venait d'affronter une averse soudaine. Son visage affichait un mélange parfaitement dosé d'inquiétude et d'épuisement. Il sait toujours comment se montrer sous son meilleur jour. Dans les mises en scène les plus touchantes. Je n'ai même pas besoin de me retourner pour sentir distinctement le corps derrière moi, un peu raidi par la méfiance, se détendre doucement à cet instant précis. Ses yeux qui, pour moi, n'exprimaient plus que de la méfiance et de l'incompréhension, se sont illuminés soudainement à la vue de Yi-Teng Cheng. Dans cette lueur, il y avait de la surprise, de la joie, et surtout, une trace de cet amour obsessionnel que je connaissais si bien et qui me faisait si mal. À cet instant, j'ai pris conscience, avec une clarté absolue, d'une cruelle vérité. Pour la Liu Ruyan d'aujourd'hui, Jiboda est un étranger qu'il faut constamment mettre à l'épreuve. Alors qu'Ito Cheng, lui, est au plus profond de mon âme. Un proche qui n'a besoin d'aucune preuve. À peine la porte franchie, Ito Cheng s'est précipité d'un bond au chevet du lit. Sa voix tremblait. Ses yeux étaient rouges. Dieu merci. Ruyan, tu es enfin réveillé. Pardon? C'est de ma faute. Si je n'étais pas parti à l'étranger, si tu avais été à mes côtés, rien de tout ça ne serait arrivé. En disant cela, il a tendu la main, voulant saisir la main droite de Liu Ruyan qui reposait sur la couverture. J'en rirais de colère. Ma femme est amnésique. Ça ne vous autorise pas à profiter de la situation. Avant même que le bout de ses doigts ne touche Ruyan, je l'ai attrapé par le bras. Puis je l'ai tiré brusquement en arrière, le faisant chanceler. Loin du lit, derrière Ito Cheng, qui était entré en leur compagnie, se tenait, le visage empreint de leur habituel regard scrutateur et mécontent à mon égard. Mes beaux-parents. Mon regard glacial était fixé sur lui. Monsieur Ito, un peu de tenue, s'il vous plaît. Ruyan et ma femme, maintenant. Après que je l'ai écarté de force, Ito Cheng s'est tourné brusquement vers moi, les yeux pleins d'une colère vertueuse. Jiboda, comment peux-tu être aussi égoïste? Jusqu'à quand comptais-tu le cacher? Ruyan a perdu la mémoire. Et tu as osé ne rien dire à ses parents? Tu veux profiter de son amnésie pour continuer à la manipuler? Pendant qu'Ito Cheng m'interpellait, ma belle-mère avait déjà pris la main de Ruyan. Les larmes coulaient sur son visage. Ma pauvre fille, tu as tant souffert. Regarde la vie que tu as menée ces dernières années. À l'époque, on t'avait pourtant prévenu pour Jiboda. PFF, n'en parlons plus. Maintenant que Xiao Yue est de retour, tout va s'arranger. Mon beau-père en a rajouté à son tour. Jiboda, c'est ça que vous appelez bien prendre soin de ma fille? Quel fin stratège vous faites? À peine 6 mois de mariage et vous étiez déjà si pressé de passer à l'acte. Un véritable loup sans reconnaissance. Suite à leurs accusations, je sentais clairement que le regard que Ruyan posait sur moi glissait rapidement de la méfiance à la peur et au dégoût. Ce regard me glaçait le sang. Mais je ne pouvais pas reculer. Derrière moi se trouvait la femme que j'aime. Même si elle ne me reconnaît pas pour l'instant, j'ai le devoir de m'assurer qu'elle ne soit pas trompée. Je relâchai lentement la main qui retenait Ito Cheng et me tournai vers mon beau-père. Pour la première fois, je n'utilisais pas le titre honorifique de Monsieur Liu. Pour l'accident de voiture, c'est ma faute. Je n'ai pas su la protéger. Je l'admets sans détour. Parce que c'est la vérité. Puis, mon ton changea du tout au tout. Je fixai Ito Cheng droit dans les yeux. Mais cette incompétence ne devrait pas servir de scène à la comédie de certains. Mon regard balaya Ito Cheng, puis se posa sur mon beau-père et ma belle-mère. Ma voix n'était pas forte, mais chaque mot était distinct. La déposition du chauffeur responsable est consignée au commissariat. Les circonstances qui ont mené à la perte de contrôle du véhicule y sont décrites noir sur blanc. Si vous ne me croyez pas, avec vos relations, il ne vous sera pas difficile de mener votre propre enquête. Maman, Ruyan a besoin de se reposer. Je me tournai vers mes beaux-parents, au visage livide. S'il y a quelque chose à régler, parlons en dehors. N'utilisez pas vos spéculations et votre comédie pour lui faire peur. On se demande bien qui est en pleine représentation. Ito Cheng repoussa brusquement la main qui le retenait. Son regard était venimeux. Il ricana, s'apprêtant à continuer, mais Ito Cheng. La voix était glaciale. Sa voix, un peu faible, n'était pas forte. Mais elle a suffi à faire taire instantanément tout le bruit dans la chambre. Ruyan.
Dans ses yeux qui fixaient Ito Cheng, l'adoration était toujours présente. Mais une lueur froide et inquisitrice s'y était ajoutée. Tu es parti à l'étranger après ça? Une question simple, mais qui, telle une arête de poisson, s'est instantanément coincée dans la gorge d'Ito Cheng. Toute cette démonstration d'affection devint soudain grotesque. Son expression se figea. Après un instant, il tenta de se justifier avec empressement, Ruyan. Il y a une raison à ça. Laisse-moi t'expliquer. Liu Ruyan ignora sa tentative d'explication. Son regard se fit encore plus perçant. Quand est-ce que tu es rentré? Le regard d'Ito Cheng devint fuyant. Sa voix aussi devint hésitante. Je suis rentré il y a peu. Dès que j'ai appris ce qui t'était arrivé, j'ai accouru. Donc, pendant toutes ces années jusqu'à mon mariage. Tu étais à l'étranger, c'est bien ça? Liu Ruyan baissa les yeux, dissimulant toute émotion sur son visage. Inconsciemment, avec son pouce droit, elle caressa doucement la base de son annulaire gauche. L'endroit même où, jusqu'à l'accident de voiture, elle portait l'alliance que j'avais dessinée pour elle. Son geste ne dura qu'un instant. Puis elle s'arrêta net, comme si elle s'était brûlée. Une lueur de stupeur traversa son regard. Et moi, qui observais la scène en silence. Depuis qu'il avait commencé à parler, je ne pus m'empêcher de sentir un trouble m'envahir. Ce geste de caresser son annulaire. C'est une habitude que Ruyan n'a prise qu'après notre mariage. Le visage d'Ito Cheng se décomposa. Il voulut de nouveau s'approcher du lit. Mais pas question que je le laisse faire. Je me suis planté entre eux et je lui ai barré le passage sans ménagement. Alors, Liu Ruyan releva la tête. Son regard, pourtant, évita délibérément celui d'Ito Cheng. Ignorant également ses piètres explications. Elle fixa son regard droit sur ses parents. C'est vrai, cette histoire de mariage avec ce monsieur J? Sur le visage de Liu Fu, passa un embarras impossible à dissimuler. Il toussota quelquefois avant de dire avec peine. Oui, c'est bien ça. Mais maintenant que tu es là, Ruyan. Elle l'interrompit sans la moindre hésitation. Je suis fatigué, je veux me reposer un peu. Son regard balaya chaque personne dans la pièce. Moi y compris. Pourriez-vous tous partir, s'il vous plaît? La porte de la chambre se referma doucement derrière moi, me séparant du monde de Ruyan. Dans le couloir, il ne restait plus que moi et Ito Cheng. Ainsi que les parents Liu, le visage fermé. L'atmosphère semblait s'être figée. La lumière blafarde étirait nos ombres, les rendant longues et tordues. Jiboda. Il faut qu'on parle. Ito Cheng fut le premier à rompre le silence. Sur son beau visage, l'inquiétude feinte avait disparu, remplacée par une arrogance froide et condescendante. Je l'ai ignoré, et me suis tourné vers mes beaux-parents. Même si leur regard à cet instant me glaçait le sang. J'ai conservé un minimum de politesse, belle maman. Ruyan a besoin de se reposer. Je comprends votre inquiétude. Mais s'emporter ne résoudra rien pour le moment. Ma belle-mère eut un ricanement froid, puis détourna la tête, ne voulant clairement plus m'adresser un mot. Mon beau-père, le visage sombre, me dévisageait d'un regard inquisiteur. Jiboda, tu as intérêt à prier pour que Ruyan s'en sorte indemne. Sinon, la personne que Ruyan aime maintenant, c'est moi. La voix d'Ito Cheng s'était immiscée, pleine d'une suffisance triomphante. Il s'avança jusqu'à moi, et ajusta ostensiblement le col de son trench coat hors de prix. Le col. Son regard était rempli de mépris. Modèle. Tu n'es que le patron d'une petite boîte. Tes études sont médiocres. Tu t'es infiltré en profitant de la situation avec tes petites combines. Alors que moi, je suis l'héritier de la famille. Ce que je peux offrir à Ruyan, c'est un statut que tu ne pourras jamais atteindre, même en travaillant toute ta vie. Alors dis-moi, avec quoi tu comptes rivaliser avec moi? Ruyan et moi, nous sommes du même monde. Jiboda, tu n'es qu'un amant, un intrus. Un substitut ridicule. Maintenant que le vrai est de retour, tu ferais mieux de dégager. En regardant son visage pétri d'arrogance et de supériorité, je n'ai pas pu m'empêcher de trouver ça un peu ridicule. Monsieur Yi, votre confiance en vous est toujours aussi aveugle. Ma voix n'était pas forte, mais elle a suffi à figer le sourire sur son visage. Vos frasques à l'étranger, à courir les jupons, et les photos de vous traînant dans toutes sortes de soirées. Voulez-vous que je les imprime pour vous? Pour que Ruyan puisse les admirer comme il se doit. Et puis, il y a ce fameux diplôme étranger dont vous êtes si fier. Il me semble avoir entendu dire que vous avez fait l'objet d'une dénonciation nominative pour fraude académique. Même si l'affaire a finalement été étouffée. Il n'y a pas de fumée sans feu, n'est-ce pas? Ma voix n'était pas forte, mais elle était comme un scalpel précis, qui a disséqué sa brillante façade. En fait, il y a autre chose qui m'intrigue davantage. J'ai fait un pas en avant, me rapprochant de lui, le regardant droit dans ses yeux qui commençaient à fuir mon regard. Depuis que Ruyan a décidé d'être avec moi, j'ai entendu dire que votre position au sein de la famille est devenue quelque peu délicate. Surtout depuis que votre talentueux petit frère a été rappelé de la filiale pour rejoindre le siège. On dirait que l'oncle y mise davantage sur lui maintenant. Comment cela se fait-il? Se pourrait-il que vous, le soi-disant héritier,
votre plus grande valeur soit finalement cette alliance par mariage avec la famille Liu? Chacun de mes mots était comme une aiguille, qui s'enfonçait précisément dans son amour-propre si fragile. Le visage de Yiteng Cheng est passé du blanc au rouge. Son visage est passé du rouge au vert, pour finir par trembler de rage de tout son corps. Il m'a pointé du doigt, cherchant ses mots pendant un long moment. Mais pas un seul mot n'est sorti pour me contredire. Finalement, il n'a pu que lâcher, l'air menaçant. Tu vas me le payer. Puis, sous le regard complexe de mes beaux-parents, il a tourné les talons, l'air piteux, et s'est enfui à la hâte. Je ne lui ai pas accordé un regard de plus, et je me suis retourné pour retourner dans la chambre. Mais ma belle-mère s'est mise en travers de mon chemin, le dégoût se lisant sans peine sur son visage. Qu'est-ce que tu comptes faire encore là-dedans? Ma fille n'a pas assez souffert comme ça? Mon beau-père, le visage fermé, a ajouté, Jiboda. Nous devons parler à Ruyant en privé. Tu devrais rentrer pour le moment. À peine avait-il fini de parler, que la porte de la chambre s'est entr'ouverte de l'intérieur. C'était Ruyant. Elle s'appuyait contre l'encadrement de la porte, le visage toujours aussi pâle, mais son regard était d'une clarté perçante. Monsieur J, m'a-t-elle dit, votre entreprise vient de démarrer. Vous devez avoir beaucoup à faire. Allez-y, occupez-vous de vos affaires. Mes parents sont là pour s'occuper de moi, ça ira. Sa voix était dénuée de toute émotion, mais elle mettait une distance infranchissable entre nous. Je la regardais, la gorge nouée. J'avais mille choses à lui dire, mais aucun son ne sortait. Finalement, je me suis contenté de hocher la tête. D'accord. Repose-toi bien. J'ai tourné les talons et je suis parti, quittant le bâtiment de l'hôpital d'un pas lourd. Le vent glacial de la nuit me fouettait le visage. Mais je ne sentais même pas le froid. J'ai sorti mon téléphone et composé un numéro. Surveille-moi de près quelqu'un. Ce Ito Cheng de Ikawa. Il vient de rentrer au pays. Rapporte-moi tous ses faits et gestes, dans les moindres détails. Après avoir raccroché, j'ai levé les yeux vers la fenêtre de Ruyant, celle de la chambre d'hôpital, qui était allumée. La fenêtre éclairée de cette chambre d'hôpital. Debout depuis un long moment. Le lendemain, quand je suis revenu à la chambre d'hôpital avec le thermos, Ito Jio était déjà là. La chambre était emplie d'un parfum suave de rose. Ito Jio tenait dans ses mains un énorme bouquet de roses rouges, fraîches et éclatantes, qu'il essayait de tendre à Ruyant avec empressement. Sur la table de chevet se trouvaient aussi plusieurs boîtes repas qui semblaient coûter une fortune. Elles portaient le logo d'un traiteur de luxe. Je me suis approché, le visage impassible. J'ai déplacé ces boîtes qui me gênaient par terre, sans ménagement, provoquant un bruit sourd. Puis, j'ai pris le thermos que j'avais à la main, et je l'ai posé bien en évidence à portée de main de Ruyant. Le brouhaha de la chambre a cessé d'un coup. Le sourire d'Ito Jio s'est figé sur son visage. Les visages de mes beaux-parents se sont crispés. Je ne leur ai prêté aucune attention. Je me suis simplement penché vers Ruyant et lui ai dit d'une voix douce. J'ai préparé une soupe de poisson. Bois un peu pendant que c'est chaud. Le regard de Ruyant a finalement quitté ce bouquet de roses aveuglant, pour se poser sur mon visage. Ses lèvres pâles ont remué, sans même jeter un regard à Ito Jio. C'est trop agressif pour les yeux, a-t-elle dit à voix basse. Emportez-les. Le visage d'Ito Jio s'est décomposé, terriblement gêné. Ma belle-mère a vite tenté de calmer le jeu. Ruyant. C'est Xiao Yui qui a préparé ça spécialement pour toi. Elles sont si belles. J'ai dit, emportez-les. La voix de Ruyant était toujours aussi faible, mais empreinte d'une fermeté qui n'admettait aucune réplique. J'ai fusillé Ito Jio du regard. Puis j'ai lancé d'un ton glacial, Monsieur Ito, vous avez du mal à comprendre ce qu'on vous dit? Ruyant vous a demandé de reprendre vos fleurs. Ou bien vous préférez qu'on reprenne la discussion qu'on n'a pas terminée hier soir? Le visage d'Ito Jio est devenu livide. Finalement, sous le regard insistant de mon beau-père, il est sorti, penaud, son bouquet de fleurs à la main. L'air de la chambre d'hôpital était enfin redevenu respirable. Ce n'est qu'à ce moment-là que Ruyant releva la tête. Il regarda celui qui était parti et déjà revenu. Ito Cheng, complètement désemparé. Il le fixa en silence pendant un long moment. Si longtemps que le front d'Ito Cheng se couvrit de fines perles de sueur. Finalement, Ruyant prit la parole. Sa voix était aussi calme et profonde que l'eau d'un lac. C'est vrai que te voir me rendait heureux. Autrefois, j'adorais cette sensation. Les yeux d'Ito Cheng s'illuminèrent, comme s'il venait de s'agripper à une bouée de sauvetage. Il s'apprêta à répondre avec empressement. Mais Ruyant changea brusquement de ton, ne lui laissant aucune chance de l'interrompre. Mais tu sais quoi? Cette fois, en me réveillant et en te revoyant, j'ai constamment ressenti comme une barrière entre nous. Jusqu'à ce que j'apprenne que tu étais parti à l'étranger. Ruyant, ce n'est pas ça. Laisse-moi t'expliquer. Ito Cheng paniqua. Ce n'est pas parce que tu m'aimes que tu peux m'empêcher d'aller faire mes études à l'étranger. M'empêcher de devenir quelqu'un de meilleur. C'est injuste pour moi. Il dégaina avec aisance son discours habituel. Ruyant se mit soudain à rire. Un rire teinté d'un sarcasme glacial. Moi, t'empêcher de devenir quelqu'un de meilleur. Puis il leva les yeux.
Dans son beau regard brillait une lueur aussi tranchante qu'une lame. Alors comme ça, pour toi, être à l'étranger, à suivre des études que tes parents t'ont payées, tout en faisant la fête avec des bombes blondes aux yeux bleus. C'est ça, ce que tu appelles devenir meilleur. Tu dis toujours que si je t'aime, je devrais te soutenir dans tout ce que tu fais. Mais pendant que je te soutenais, il ne t'est apparemment pas venu à l'esprit que me rester fidèle était quelque chose que tu me devais. Donc si je comprends bien, parce que je t'aime, alors c'est à moi de payer les pots cassés? De payer pour toutes tes humeurs et tes excès? Dit Tansheng resta sans voix. Son visage passa du rouge au blanc, puis du blanc au livide. Des perles de sueur froide coulaient sur son front. Ruyant, tout ça, c'est du passé. C'est pourquoi ce qu'il y avait entre nous, c'est aussi du passé. Ruyant l'interrompit calmement, coupant court à sa piètre défense. Yi Tansheng s'effondra complètement. Il fit un pas en avant, la voix brisée par les sanglots. Ruyant, donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Juste une seule. Je fis un pas en avant, me plaçant sans un mot entre lui et le lit d'hôpital, le fixant d'un regard glacial. Mon geste fit cesser brusquement les sanglots de Yi Tansheng. Le regard de Ruyant se détourna de son visage, pour se poser sur l'arbre dénudé, dehors. Son regard était vide. Yi Tansheng, il y a des erreurs pour lesquelles il n'y a pas de seconde chance. Je pouvais tolérer ton insouciance juvénile, tolérer ton impatience, parce que je pensais que les gens finissent toujours par grandir. Mais tu n'aurais jamais dû franchir la ligne rouge. Un principe, une fois qu'il est brisé, il le sera d'innombrables fois par la suite. Et je n'ai pas l'envie, ni l'énergie de te pardonner à l'infini. Je peux rester célibataire, ne jamais me marier. Mais je n'accepterai jamais un traître. Tu le sais bien. Je déteste ravaler ma fierté. Elle détourna le regard, lui jetant un dernier coup d'œil. L'amour qui subsistait dans ses yeux fut complètement effacé par une froideur résolue. J'avoue que je t'aime encore. Mais à partir de l'instant où j'ai su que tu m'avais trahi, je n'ai plus eu envie de continuer à t'aimer. Yi Tansheng, anéanti, recula de 2 pas. Ses lèvres tremblèrent, mais aucun son n'en sortit. Les visages de mes beaux-parents étaient également décomposés. Ils voulurent dire quelque chose. Mais face au regard clair et déterminé de Ruyant, également sans voix, un silence de mort s'installa dans la pièce. Finalement, Ito Shangxiang II, comme si toute son énergie vitale lui avait été retirée, se traînant, quitta la chambre d'hôpital d'un pas lourd, la queue entre les jambes. Un silence de mort régnait dans la pièce. Je regardais Ruyant. Il est resté figé dans la même position, le dos parfaitement droit, telle une fleur de prunier en hiver, bravant le vent et la neige. Mais à cet instant précis, mes pupilles se contractèrent brusquement. Une goutte de liquide rouge vif coula d'entre les doigts de sa main gauche, et tomba sur le drap d'un blanc immaculé. C'était si criard. J'eus l'impression que mon cœur était violemment étreint par une main invisible. Ma respiration se coupa un instant. Je m'avançai rapidement, sans tenir compte de son expression horrifiée et de sa résistance. Je lui saisis de force la main gauche qu'il tenait fermement serrée. La paume de sa main était glaciale, moite. Impossible de savoir si c'était de la sueur froide ou du sang. Un par un, j'écartai ses doigts recroquevillés avec le plus de douceur possible. Un éclat de porcelaine blanche au bord tranchant était profondément enfoncé dans sa paume. Le sang coulait abondamment. Je regardais la blessure hideuse dans sa paume, puis levai les yeux vers son regard obstiné, mais embué de larmes. Mon cœur se serra au point de m'empêcher de respirer. Il lui avait fallu 2 ans pour à peine se remettre de sa rupture avec Ito Cheng. Pourtant, par une cruelle ironie du sort, à cet instant, il devait, au moment même où son amour était le plus fort, affronter une nouvelle fois sa trahison passée. La douleur qui se cachait derrière tout ça dépassait de loin tout ce que j'aurais pu imaginer. Il avait tranché les liens avec le passé de ses propres mains. Mais il avait aussi utilisé la plus cruelle des manières pour punir la partie de lui qui aimait encore. Il a voulu retirer sa main, mais il n'avait presque aucune force. Sa voix était légèrement rauque quand il a parlé. Je n'y ai pas prêté attention. Mon autre main avait déjà appuyé, à la vitesse de l'éclair, sur la sonnette d'appel au-dessus du lit. Ce n'est qu'ensuite que j'ai lentement relevé la tête, le regard glacial, pour regarder sur le côté, vers mes beaux-parents, stupéfaits. C'est ça que vous vouliez? Le forcer à voir des gens qu'il ne veut pas voir? À entendre des choses qu'il ne veut pas entendre? Le laisser, alors qu'il vient à peine de reprendre conscience? Rouvrir lui-même ses propres blessures? Alors, satisfait? Leurs visages étaient livides. Ils sont restés un long moment sans pouvoir dire un mot. L'infirmière n'a pas tardé à entrer en poussant la porte. Elle a été surprise en voyant la blessure à la main de Ruyant. Monsieur J, laissez-nous nous en occuper. J'ai hoché la tête et je me suis écarté, pour laisser l'infirmière nettoyer et panser la plaie. Depuis ce jour, Ito Cheng n'est plus jamais réapparu. Les visites de mes beaux-parents se sont aussi faites de plus en plus rares. Chaque fois qu'ils venaient, ils arboraient une expression complexe, comme s'ils voulaient dire quelque chose sans oser. Au final, il ne restait que quelques recommandations sans importance. Dans la chambre d'hôpital,
Le parfum entêtant de ce bouquet de roses s'était dissipé depuis longtemps. À la place, il y avait le parfum de la soupe maison, que j'apportais chaque jour. Un mois s'est écoulé ainsi, dans un calme imperturbable. Le corps de Ruyant s'est très bien rétabli. La blessure au creux de sa main avait formé une croûte, ne laissant qu'une fine cicatrice rose pâle. Le jour de sa sortie, il faisait un temps magnifique. J'ai réglé toutes les formalités pour lui. Il avait déjà enlevé sa blouse d'hôpital et portait une longue robe blanc cassée que je lui avais apportée. Il se tenait tranquillement près de la fenêtre, observant le flot incessant des voitures en bas. La lumière du soleil, à travers la vitre, dessinait un doux contour doré sur sa silhouette, lui donnant l'air d'une peinture fragile. Sur le chemin du retour, nous n'avons pas dit un mot. Il était simplement appuyé contre la vitre, regardant en silence les rues qui défilaient à toute vitesse, tel un voyageur qui venait d'arriver, s'efforçant de mémoriser les contours de cette ville. Notre foyer est un appartement dans un gratte-ciel du centre-ville. Il n'est pas aussi grandiose que la villa de la famille Liu, mais chaque objet de décoration à l'intérieur, c'est lui et moi qui l'avons choisi ensemble, qui l'avons installé. En ouvrant la porte, une vague de chaleur familière nous a enveloppés. Le soleil entrait à flot par les immenses baies vitrées, projetant des taches de lumière vive sur le sol. De fines particules de poussière flottaient dans l'air. Dans l'entrée, il y avait encore la paire de chaussons en peluche qu'il aimait tant porter. Sur le mur du salon, étaient accrochées les photos de nos voyages. Sur le balcon, les quelques plantes grasses qu'il élevait se portaient à merveille, j'en avais bien pris soin. Elles étaient d'un vert luxuriant. Sur la table, l'arrangement d'iris blanc était encore frais. Je l'avais changé ce matin même avant de partir. Tout ici était resté exactement comme il l'avait laissé, imprégné des traces de notre vie. Il s'est arrêté sur le seuil, sans entrer tout de suite. Il regardait, simplement, en silence. Dans ses yeux clairs, la méfiance et la réserve qu'il avait à l'hôpital avaient disparu, laissant place à un sentiment de quiétude indescriptible, comme une petite barque ayant longtemps dérivé, qui aurait enfin trouvé un port où s'amarrer. Il a enfilé ses chaussons, et a pénétré pas à pas dans ce qui était pour lui un foyer totalement inconnu. Il n'a rien dit, juste du bout des doigts. Il a effleuré le dossier moelleux du canapé, parcouru les livres que nous avions rangés côte à côte sur l'étagère, caressé la surface froide de la table. Finalement, son regard s'est posé sur moi. Il s'est approché lentement, jusqu'à se tenir devant moi. Il a levé la main gauche. Sous le soleil, je pouvais voir clairement à la base de son annulaire cette légère marque circulaire. D'un geste inconscient, avec le pouce de sa main droite, il caressait doucement cet emplacement désormais vide. Où est ma bague ? Sa voix était très basse, mais comme une pierre jetée dans le lac de mon cœur, silencieux depuis un mois. Elle a fait naître mille ondulations. J'ai sorti de ma poche un écrin de velours et je l'ai ouvert. L'alliance que j'avais moi-même dessinée pour lui reposait tranquillement à l'intérieur. Les facettes du diamant reflétaient des éclats de lumière. Je lui ai tendu la bague. Il l'a prise, sans la moindre hésitation, tout naturellement. Il l'a remise à l'annulaire de sa main gauche. La taille était parfaite, comme si cette bague ne l'avait jamais quitté. Il a levé la main, regardant l'anneau retrouvé. Dans son regard, il y avait une familiarité et un attachement qu'il ne pouvait lui-même comprendre. Il l'a contemplé longuement. Puis il a baissé la main. Il a levé la tête et m'a regardé calmement. Jiboda, pardon. J'ai été légèrement décontenancé. Tout à l'heure, à l'hôpital. Les choses que j'ai dites à Itosei. Il a baissé les yeux. Sa voix portait une trace de fatigue à peine perceptible. En réalité, elle s'adressait aussi à toi. J'ai senti mon cœur se serrer. Tu sais, je l'aime encore profondément. Même si ma raison me dit qu'il n'en vaut pas la peine, cette force de l'habitude, cet instinct, continue de me faire souffrir. Alors, je devais couper les ponts avec lui de la manière la plus radicale qui soit. Parce que pour moi, en amour, il n'y a pas de seconde chance. Son regard s'est tourné vers la fenêtre. Son regard est devenu lointain et triste. Comme mes parents. Ils se sont mariés pour une alliance entre nos familles. En public, ils jouaient au couple parfait. Mais en privé, chacun menait sa propre vie. Ils se trahissaient et se torturaient mutuellement. Je les ai vus faire ça depuis que je suis tout petit. C'est pour ça que je déteste par-dessus tout faire des compromis juste pour sauver les apparences. Il a détourné le regard, avant de le reposer sur moi. Dans ses beaux yeux, pour la première fois, une lueur de vulnérabilité et de regret est apparue. Je suis désolé. Je suis celui qui vient de tuer son propre amour de ses mains. En cet instant, je ne ressens que de la fatigue et de l'engourdissement. Je doute même d'être encore capable de tomber amoureux de quelqu'un. Alors, quelqu'un comme moi ne mérite absolument pas d'être ton mari. Si tu veux divorcer, j'accepte que nos biens communs soient partagés comme si j'étais le seul fautif. Je n'aurai aucune objection. Considère ça comme une compensation pour le mal que je t'ai fait. J'avais la gorge nouée, incapable de prononcer le moindre mot. Je ne pouvais que le regarder, l'écouter prononcer d'un ton des plus calmes, les paroles les plus cruelles, se mettant à nu devant moi. Il a marqué une pause,
comme pour me laisser le temps de digérer. Puis, il a repris, avec une étrange pointe de négociation dans la voix. Mais si tu ne veux pas qu'on se sépare parce que tu m'aimes encore, alors, je dois au moins assumer la responsabilité de t'avoir blessé, ainsi que mes responsabilités d'époux. Nous pouvons essayer de vivre ensemble pendant 1 an. Pendant cette année, nous vivrons comme un vrai couple. Si je parviens à retrouver la mémoire, ou à retomber amoureux de toi, nous continuerons ensemble. Mais si dans 1 an, je suis toujours le même qu'aujourd'hui, alors nous nous séparerons. Perdre 1 an, c'est la limite, que ce soit pour toi ou pour moi. Après ça, chacun reprendra sa route. Chacun sa vie, et ce sera mieux ainsi. Il a remis toutes les décisions entre mes mains. En entendant ces mots, je n'ai ressenti pas la moindre colère. Seulement une immense peine qui m'a submergé. J'avais si mal pour lui. Lui qui avait passé 2 ans à se débattre pour surmonter une rupture douloureuse. Lui qui venait à peine de réapprendre à aimer. Mais à cause d'un maudit accident, il était forcé de reparcourir ce chemin douloureux et semé d'épines. D'une manière encore plus cruelle. J'ai fait un pas en avant. Et j'ai doucement pris la main sur laquelle il portait sa bague. Le bout de ses doigts était glacial. Juste 1 an, ai-je répondu d'un ton catégorique. J'ai pu sentir son corps, à ma réponse, se détendre de façon quasi imperceptible. Je l'ai regardé dans les yeux. Et j'ai dit, en articulant chaque syllabe, mais, Ruyant, tu dois te souvenir de ça. Ce n'est pas de ta faute. Ni dans le passé, ni maintenant. Tu n'as absolument rien fait de mal. Même cette amnésie. C'est arrivé parce que tu as essayé de me sauver. Alors, ne dis pas que tu n'es pas à la hauteur. Et ne t'excuse pas non plus. La personne qui devrait s'excuser, c'est moi. Parce que je n'ai pas su te protéger. J'ai pressé sa main glacée contre ma joue, la réchauffant peu à peu avec ma propre chaleur. Tu n'as pas besoin de te forcer à faire quoi que ce soit, ni de ressentir la moindre pression. Contente-toi d'être toi-même, comme avant. Ma main chaude tenait le bout de ses doigts froids. Il ne l'a pas retiré. Il s'est juste laissé tenir la main, docilement. Dans cette docilité, il n'y avait pas d'amour. Seulement la quiétude d'un accord temporaire. Tout dans cette maison lui était étranger. Moi y compris. La nuit tombe. Je sors de la douche. Il se tient déjà devant la porte de la chambre principale. Il porte le pyjama en soie que je lui avais préparé. Mais par-dessus, il a enfilé un manteau épais, comme une armure pour se protéger. Il me regarde. On dirait qu'il attend que je fasse le premier pas. Un silence pesant s'installe entre nous. Je comprends ce qu'il a en tête. Dans son esprit, remplir ses devoirs d'épouse implique probablement de partager le même lit. Je ne dis rien. Je rentre directement dans la chambre. Et je sors du placard. Une couette et un oreiller. En me voyant faire, il finit par parler. Sa voix est empreinte d'incompréhension. Qu'est-ce que tu fais? Je vais dormir dans la chambre d'amis. Je passe à côté de lui, l'oreiller dans les bras. Nous sommes mari et femme. Me rappelle-t-il. Son ton n'a rien de consentant. C'est juste une voix mécanique, comme s'il récitait une leçon. Je m'arrête. Je me retourne vers lui. Ruyant. J'ai accepté de vivre avec toi pendant 1 an. Mais pas pour que tu te forces à faire quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin, devant moi, de jouer le rôle du mari parfait. Je veux juste que tu sois toi, que tu sois Liu Ruyant. Bonne nuit. Sur ces mots, je ne m'attarde pas. J'entre dans la chambre d'amis. Et je ferme doucement la porte. Notre vie commune a donc commencé de cette façon. Sur un étrange modèle de colocation. Il a perdu 5 ans d'expérience professionnelle et de connaissances. Pour l'instant, il ne peut pas retourner travailler dans l'entreprise de la famille Liu. Mes beaux-parents semblaient l'avoir accepté, eux aussi. Je ne lui mettais aucune pression. Il passait donc le plus clair de son temps à la maison. Il lisait. Il lisait ses livres qu'il avait déjà lus autrefois. Des ouvrages spécialisés dont il n'avait plus aucun souvenir. Essayant de se replonger dans sa spécialité. Mais le plus souvent, il regardait dans le vide. La baie vitrée de notre appartement donne sur un grand fleuve qui traverse la ville. Le fleuve coule jour et nuit, sans relâche. Souvent, il s'asseyait sur le tapis, enlaçant ses genoux. Et il restait ainsi des après-midi entiers. Sans un mot, sans la moindre expression. Telle une sculpture magnifique, mais dénuée d'âme. Je savais. Il était en train de digérer cette souffrance ravivée de force. La douleur liée à Ito City. De la manière la plus radicale qui soit. Il avait coupé les ponts avec son passé. Mais la plaie, elle, avait besoin de temps pour cicatriser. Je ne le dérangeais jamais. Je me contentais, chaque jour avant de partir, de changer l'eau des iris blancs dans le vase. En rentrant, je préparais le dîner pour nous deux. Il ne mangeait pas beaucoup. Mais il finissait toujours son assiette en silence. Puis il disait le merci, poli et distant, comme 2 étrangers qui venaient à peine de se rencontrer. Mon entreprise traversait sa phase de croissance la plus critique. Un projet important était dans une impasse. J'étais complètement débordé. Depuis plusieurs jours, je ne dormais que 3 ou 4 heures par nuit. Ce soir-là, je suis rentré, morte de fatigue. Il était plus de minuit. Le salon était plongé dans le noir.
Seule la lueur de la lune filtrée par l'immense bail vitré, jetant un voile glacial sur le sol. Je pensais qu'il dormait déjà. Mais en enlevant mes chaussures, j'ai aperçu cette silhouette familière et si frêle. Il était toujours assis devant la fenêtre, dans la même posture que je lui avais vu tant de fois. Il fixait, immobile, la surface du fleuve. J'ai senti un pincement au cœur. Je m'approche à pas de loup. J'enlève ma veste et la pose sur ses épaules. Son corps tressaille légèrement, comme s'il s'éveillait d'un long rêve. Il tourne la tête. Sous le clair de lune, son visage est si pâle qu'il en devient presque transparent. Tu es rentré. Sa voix est un peu rauque, empreinte de la confusion de celui qui vient de reprendre ses esprits. Déjà ? Je m'accroupis, pour être à la hauteur de son regard. Il est déjà minuit et demi. Bruyant. Une lueur d'incompréhension traverse ses pupilles. Puis la prise de conscience. Il est donc resté assis là tout l'après-midi. Et toute la soirée. C'est comme si le temps n'avait plus de sens pour lui. Désolé ? Il baisse la tête. Sa voix est à peine audible. J'ai oublié l'heure. Ce n'est pas grave. Je remonte la veste sur ses épaules. Il fait frais la nuit. Rentre te coucher. Il hoche la tête. Se lève et retourne en silence dans la chambre principale. Je regarde sa silhouette disparaître derrière la porte. Puis, je m'assois lentement à la place qu'il occupait. Dehors, l'eau du fleuve scintille sous la lune. Froide et silencieuse. Tout comme le fossé entre nous. Ce gouffre qui semble désormais infranchissable. Le lendemain, j'ai pris une décision. Je suis rentré plus tôt à la maison. Et j'ai déplacé une pile de dossiers dans le bureau. En voyant ça, il a l'air un peu surpris. Tu vas travailler de la maison maintenant ? J'explique calmement. La plupart des tâches de l'entreprise peuvent être gérées en ligne. Ça ne change pas grand-chose. Il reste silencieux un instant. Puis il dit à voix basse, ça finira par être un peu contraignant. Ce ne sont que des détails. Je lui tends la main avec un sourire, voulant toucher sa joue. Mais mon geste s'arrête brusquement en plein vol. Je m'apprête à retirer ma main, un peu confuse. Mais l'instant d'après, il a pris ma main dans la sienne, qui était un peu froide. Puis, avec fermeté, il a posé la paume de ma main contre sa propre joue. La chaleur et la fraîcheur se sont rencontrées à cet instant. Et c'est ainsi que, par la suite, j'ai passé la plupart de mon temps à la maison. Et lui a peu à peu pris l'habitude de venir lire dans le bureau. Il disait qu'il n'y avait pas de fenêtre ici. Une semaine plus tard, j'étais complètement débordé par un projet de collaboration. Je fronçais les sourcils, à bout de nerfs. La porte du bureau s'est ouverte sans un bruit. Chiliuruyant. Il tenait un verre de lait chaud. Il est entré sans faire le moindre bruit. Le verre encore chaud a été délicatement posé à côté de ma main. Sans émettre le moindre son. Je me suis massé les tempes douloureuses. En soupirant. J'ai pris le verre de lait et lui ai lancé un regard reconnaissant. Tu as des ennuis ? Il s'est assis en face de moi. Le regard posé sur les documents étalés sur mon bureau. Le projet du groupe Ongy est toujours en suspens. Choisir l'un ou l'autre, quelle galère. Mon cœur a sursauté. J'étais un peu surpris qu'il prenne l'initiative de parler. J'ai un peu desserré ma cravate. Et j'ai hoché la tête. Le fonds Yuanang de l'option A est bien trop gourmand. Mais même si les conditions de l'entreprise derrière l'option B sont bonnes, j'ai toujours l'impression que quelque chose cloche. Il s'est appuyé contre le bureau, a machinalement fait tourner son alliance. Puis, d'un ton très calme, il a dit « Ce qui te tracasse en ce moment, ce n'est pas vraiment de savoir s'il faut choisir l'option A ou l'option B. » J'ai levé la tête vers lui. Il a esquissé un léger sourire. Et a poursuivi. « Tu es simplement prisonnier de l'idée même de collaboration. Quand deux options présentent des défauts évidents, le problème ne vient peut-être pas des options elles-mêmes, mais plutôt du fait qu'il n'y ait que ces deux-là sur la table pour l'instant. » J'ai immédiatement froncé les sourcils. Il a levé deux doigts, et a expliqué d'un ton posé que le problème était en fait très simple. Il n'y a que 2 points. L'entreprise B a promis d'avancer les fonds. Et c'est justement là que réside le plus gros problème. Le délai de recouvrement pour le projet Ongy est d'au moins 1 an et demi. L'entreprise B est une jeune pousse. D'où est-ce qu'elle sortirait une trésorerie aussi solide pour financer un projet qui pourrait valoir des centaines de millions? D'où vient leur argent? As-tu vérifié leurs investisseurs affiliés et leurs récents mouvements de capitaux importants? Ne serait-il pas possible que le groupe Ongy, ou plutôt un de ses cadres dirigeants, se serve de l'entreprise B comme d'une façade pour organiser un transfert d'intérêts, pour faire passer le projet d'une poche à l'autre? J'ai senti des sueurs froides couler le long de mon dos, parce que, trop confiant dans la réputation de Ongy, je m'étais contenté de faire des recherches superficielles sur l'entreprise B. Je n'avais jamais pensé à creuser sous cet angle. Son ton était toujours aussi calme. Deuxième risque, ce que tu dois envisager, ce n'est pas ce que tu pourrais gagner si la collaboration réussit. Combien tu peux gagner, mais plutôt ce que tu pourrais perdre dans le pire des cas si elle échoue. Avec l'autre partenaire, au pire, les bénéfices seront faibles. Tu seras épuisé, mais ta société ne risquera pas la faillite. Mais avec B, si leur chaîne d'approvisionnement en capitaux est fausse, ou s'il y a anguille sous roche, dès qu'un problème surviendra en cours de route,
C'est ta société qui se retrouvera piégée. Elle pourrait faire faillite à cause de ce seul et unique projet. Il m'a regardé et m'a demandé en détachant chaque syllabe, peux-tu te permettre de parier si gros en ce moment? Après avoir dit ça, il est retourné s'asseoir à l'écart. Et il s'est plongé dans la lecture d'un livre sur la finance. Quant à moi, j'étais comme frappé par la foudre. Complètement paralysé. Mon esprit est instantanément retourné 2 ans en arrière, à cet après-midi-là. À l'époque, j'hésitais entre lancer ma propre affaire ou rejoindre une entreprise. Et trouver un emploi stable. La question était simple. Es-tu prêt à te contenter de ce genre de travail toute ta vie? Deuxièmement, est-ce que tu as déjà espéré dans ta vie tenter le tout pour le tout? J'avais répondu que je refusais d'abandonner et que je voulais tenter ma chance. Alors, elle a souri. Un sourire aussi radieux que le soleil en plein été. Elle s'est frappée la poitrine et a dit. Alors, qu'est-ce que tu attends? Fonce. Si tu échoues, tu n'as qu'à me faire un sourire, et c'est moi qui m'occuperai de toi. Je m'extrais de mes souvenirs. Et je regarde à nouveau cette jeune fille qui lit tranquillement devant moi. Ses souvenirs ont disparu. Mais l'intelligence gravée dans son âme. Sa détermination et cette lucidité qui lui permet de voir au cœur des choses. Sont, elle, toujours présente. Elle est toujours elle-même. M'arruyant. À cet instant, les nuages sombres qui pesaient sur mon cœur depuis des jours semblèrent être balayés sans effort par ces quelques mots. Je la regarde, la gorge un peu serrée. J'ai l'impression que mon cœur, qui était un peu vide, est à nouveau rempli de chaleur. Depuis ce jour, dans le bureau, où ces paroles m'ont brusquement ouvert les yeux, l'atmosphère entre nous semble avoir discrètement changé. Cette barrière invisible et intangible, ce mur de glace qui nous séparait, semble avoir été fissuré par ces quelques paroles, à la fois calmes et acérées. Une fine fissure s'y est creusée, laissant enfin passer un rayon de soleil. Je continue de faire du télétravail. Le bureau est devenu la pièce où nous passons le plus clair de nos journées. Elle ne se contente plus de rester avec un livre, assise en silence dans son coin. Parfois, elle lève la tête pour me regarder, alors que je fronce les sourcils devant mon écran. Puis, l'air de rien, elle lance une remarque qui, souvent, fait mouche. Je me rends compte que même si elle a oublié ses 5 années de connaissances et d'expériences accumulées, son instinct inné pour les affaires et sa perspicacité sont comme un instinct gravé au plus profond de son âme, qui n'a jamais disparu. Et moi, de mon côté, je cesse peu à peu de l'éviter volontairement. Quand je rencontrais une difficulté, je n'hésitais pas à lui demander conseil. Je lui étalais sous les yeux les rapports et les projets les plus complexes. Il les examinait avec une grande concentration. Ses doigts fins glissaient sur les données froides. Les sourcils légèrement froncés. Le regard intense. Cette image de lui se superposait à mon souvenir de cette personne si redoutable dans le monde des affaires, la décisive Liu Ruiyan, et finissait par se confondre avec elle. Puis, nous avons commencé à avoir des conversations en dehors du travail. Il me posait des questions sur les anecdotes amusantes de l'entreprise. Je lui racontais quel programmeur, à cause d'un bug, s'était encore arraché quelques cheveux. Il écoutait, et un léger sourire se dessinait au coin de ses lèvres. Un sourire très léger, presque imperceptible, mais qui suffisait à faire battre mon cœur à tout rompre. Le merci poli que nous échangions a fini par disparaître, sans que je sache quand. Il a été remplacé par cette tasse de thé chaud qu'il posait près de moi, quand je travaillais tard dans la nuit, ou par ces moments où, quand j'étais occupé dans la cuisine, il s'approchait, essayant de m'aider, avec une certaine maladresse. Tout évoluait dans la bonne direction, lentement, mais sûrement, jusqu'au jour où, pour ce projet épineux de l'entreprise, grâce à ses conseils, j'ai trouvé la solution parfaite, et j'ai réussi à signer le contrat. En rentrant à la maison, je me sentais plus légère que jamais. Après le dîner, il n'est pas allé lire comme d'habitude. Il s'est plutôt arrêté devant le mur couvert de nos photos, juste en face. Il regardait, en silence. Son regard a balayé les montagnes enneigées de Suisse, les champs de fleurs de Provence, puis les ruelles pavées de Kyoto, pour finalement se poser sur celle prise dans notre cuisine. Celle où il porte ma chemise blanche, le visage barbouillé de farine. Sur la photo où je prenais un air féroce. Il a regardé très, très longtemps. Au point que je pensais qu'il était juste dans ses pensées. Mais soudain, Jiboda a parlé. Sa voix avait une intonation que je ne lui avais jamais entendue. Un mélange de confusion et de solennité. Je me suis approché de lui, pensant, on devrait sortir se promener un peu. Mon cœur a soudain raté un battement. Il a tourné la tête vers moi. Ses yeux clairs, d'habitude voilés d'une légère brume, reflétaient nettement ma silhouette. J'aimerais aller voir les endroits sur ces photos. J'aimerais refaire le chemin que nous avons parcouru ensemble. Peut-être que... Il a marqué une pause. Une lueur a traversé son regard. Un espoir qu'il ne semblait même pas percevoir lui-même. Peut-être que je me souviendrai. J'avais la gorge nouée. Je n'ai pu cocher vigoureusement la tête. D'accord. Notre premier arrêt fut chez un fleuriste. La boutique n'était pas loin de chez nous. Juste au coin de la rue. La devanture était petite, mais décorée avec beaucoup de goût.
Il y avait toujours des bouquets de fleurs fraîches devant la porte. Depuis notre mariage, les iris blancs que nous avions à la maison venaient toujours de là. J'ai poussé la porte en verre. Un carillon a émis un son cristallin. La propriétaire était une femme d'âge mûr, très aimable. En me voyant, elle m'a tout de suite salué avec un sourire. « Monsieur J. Vous êtes matinal aujourd'hui. » Puis, son regard s'est posé sur Ruyan, à côté de moi. Son sourire s'est fait encore plus sincère. « Madame J est avec vous. Vous allez mieux ? J'ai appris que vous aviez été hospitalisé il y a quelque temps. Nous, les vieux voisins, on était morts d'inquiétude. » Ruyan s'est légèrement raidi. Mais elle a tout de même hoché la tête poliment. « Ça va mieux maintenant. Merci de vous en soucier. » J'ai pris sa main, qui était un peu froide. Et j'ai dit doucement, « Nous aimerions un bouquet d'iris blanc. »« D'accord, comme d'habitude. » dit le fleuriste en souriant. Il commença à choisir les fleurs avec agilité, les taillant et les emballant. Le regard de Ruyan fut attiré par ces pétales d'un blanc pur. Sous le soleil, ce blanc était presque transparent, empreint d'une sainteté immaculée. « Pourquoi des iris ?» me demanda-t-il à voix basse. C'était comme s'il me posait la question, mais aussi comme s'il se la posait à lui-même. Mes pensées furent instantanément ramenées 3 ans en arrière. À ce soir-là, où soufflait une douce brise. À cette époque, je venais de trouver un petit boulot dans cette même boutique. J'apprenais maladroitement à m'occuper des fleurs. Lui, à cette époque, commençait à peine à accepter de quitter ce pont qui le rendait si triste, pour venir avec moi, flâner sans but dans les rues au crépuscule. Une mélancolie tenace assombrissait encore son regard. Mais il commençait déjà à m'offrir un petit sourire. Ce jour-là, nous passions justement devant cette boutique. En voyant toutes ces fleurs multicolores, poussées par je ne sais quelle impulsion, je lui ai demandé « Quelle est ta fleur préférée ?» Il s'arrêta et tourna la tête pour me regarder. Les derniers rayons du couchant inondaient son visage, teignant ses cils d'or. Ses yeux se plissèrent en un sourire. Et ce fut la première fois que je le vis sourire de façon si radieuse. Les iris. Pourquoi ? Insistai-je en clignant des yeux. À cet instant, sa mélancolie et sa réserve habituelle s'évanouirent. Devant lui, il n'y avait plus qu'une jeune fille pétillante et pleine de vie. Dans la mythologie grecque, l'iris est l'équivalent de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel ? Je n'y comprenais rien. C'est une devinette, dit-il en souriant, avec une petite pointe de fierté dans la voix. Mais je l'ai faite très simple. Devine un peu quelle est la réponse à ma devinette. Je regardais ses yeux qui brillaient, remplis d'une myriade de petites étoiles, et de l'attente qu'il plaçait en moi. À cet instant, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Sur le moment, je n'ai pas trouvé la réponse. Je n'étais qu'un simple étudiant en ingénierie, la tête pleine de codes et de formules. J'étais vraiment incapable de comprendre ce genre d'énigme aussi poétique et romantique. Gêné, je me suis gratté la tête. Un pont arc-en-ciel ? Le nom de famille d'un dieu ? J'ai proposé tout un tas de choses. Mais il se contentait de secouer la tête en souriant. Le lendemain, avec l'argent de mon petit boulot, j'ai acheté un grand bouquet d'iris blancs. Puis, le bouquet à la main, j'ai attendu près du pont qu'il m'aperçoive. En voyant le bouquet d'un blanc immaculé dans mes bras, il a d'abord marqué un temps d'arrêt. Puis il s'est mis à sourire. Son sourire était encore plus radieux que la veille. Comme le ciel qui s'éclaircit après la pluie. Limpide et pur. Il ne m'a pas redemandé la réponse à la devinette. Il a simplement pris les fleurs et les a serrées contre lui, précieusement et avec une infinie précaution. Et moi, à ce moment-là, j'ai soudainement pensé à une phrase que j'avais lue je ne sais plus quand. J'ai oublié les mots exacts. Mais je me souviens de l'idée générale, avant de te rencontrer. Je n'avais jamais pensé à me marier. Après t'avoir rencontré, je n'ai jamais pensé à me marier avec quelqu'un d'autre. La voix brumeuse de Jiboda m'a tiré de ce déferlement de souvenirs. J'ai repris mes esprits, et je l'ai vu me regarder d'un air interrogateur. Le fleuriste avait déjà le bouquet tout emballé, et me le tendait. J'ai tendu la main pour le prendre. Parce que tu as dit que tu les aimais. Je l'ai regardé dans les yeux. Je réponds à voix basse. Je n'ai pas prononcé l'énigme, ni sa solution. Je me dis qu'il serait peut-être mieux qu'il s'en souvienne par lui-même. Il prend le bouquet de fleurs. Il baisse la tête, humant le parfum entêtant des pétales. Son regard est empli d'une confusion insondable. Machinalement, avec le pouce de sa main droite, il caresse doucement l'alliance à son annulaire gauche. Ce geste, si naturel, comme s'il l'avait répété des milliers de fois. En sortant de chez le fleuriste, nous marchons lentement le long de la rue. Le soleil est radieux. La brise est douce. Il marche à côté de moi, tenant le bouquet d'iris. La distance d'un demi-bras nous sépare. Ni loin, ni trop près. Est-ce qu'on se promenait souvent comme ça, avant ? Demande-t-il soudain. Je hoche la tête. Presque tous les jours. De quoi est-ce qu'on parlait ? On n'a pas l'air d'avoir beaucoup de sujets en commun. Il a l'air perplexe. Je souris. C'est vrai. Pas beaucoup de sujets en commun. Je me souviens encore de nos toutes premières conversations. À quel point elles étaient gênantes.
C'était presque comme si on parlait juste pour parler. Je lui parlais de l'architecture de von Neumann et de la machine de Turing. Et il était complètement perdu. Il me parlait des accords de Bâle et de l'assouplissement quantitatif. Et pour moi, c'était du charabia. Je lui analysais avec enthousiasme la situation politique internationale du moment. Et il pointait calmement du doigt les parties de mon raisonnement qui étaient trop basées sur des a priori. Parfois, il me parlait des métaphores dans des œuvres littéraires, comme le Sisyphe de Camus, ou Cent ans de solitude de Marquez. En vérité, je ne comprenais pas grand-chose. Mais j'aimais entendre le son de sa voix, claire, un peu froide et mélodieuse, comme une source pure qui coule dans un ravin de montagne. Elle apaisait instantanément toute mon agitation. J'aimais encore plus la regarder quand elle parlait. Elle était toujours si concentrée, si sérieuse. Ses paroles étaient pleines d'une finesse et d'une perspicacité qui n'appartenaient qu'à elle. Dans ses beaux yeux, on sentait l'éclat de l'intelligence et de la réflexion. Il y avait une attraction à laquelle je ne pouvais pas résister. Je n'avais jamais rencontré une fille comme elle. Issue d'une famille aisée. Elle n'avait pas la moindre once d'arrogance. D'une intelligence remarquable. Elle n'était jamais hautaine. Elle était comme un concentré de contradictions. À la fois lucide et calme, comme si elle avait percé à jour les secrets du monde. Et d'une bonté pure qui se révélait par inadvertance. Cette dualité lui conférait un charme fatal. Du moins, pour le jeune homme que j'étais alors, qui n'avait rien. Rien d'autre qu'une passion ardente. Et des rêves insensés. C'était irrésistible. Au début, je n'étais mu que par une simple bienveillance. Je voulais juste prendre des nouvelles de cette fille qui était toujours près du pont. Cette fille au cœur brisé qui errait sans but. Mais je ne sais pas depuis quand. Aller l'attendre au pont chaque soir était devenue une habitude dont je ne pouvais plus me passer. Mon habitude de me promener seul, de marcher pour réfléchir, avait été complètement remplacée par le désir d'échanger avec elle. On parlait de tout et de rien. Jeudi à Ruyant, à côté de moi, on parlait de finances, comme toi, de mon code, de politique, d'histoire, mais aussi de littérature et de philosophie. Même si à l'époque, on ne comprenait pas grand-chose au domaine de l'autre. Je ne sais pas pourquoi. On pouvait continuer à discuter sans fin. En m'écoutant, une émotion contenue traverse son visage. Vraiment ? Ça paraît un peu incroyable. Oui. Je la regarde avec tendresse. Moi aussi, je trouve ça incroyable. Te rencontrer, toi. C'est déjà une chose incroyable en soi. Nous arrivons à un carrefour. Soudain, elle s'arrête. Son regard se posa sur un café au coin de la rue. La décoration de ce café était très élégante. De grandes baies vitrées. Des tables et des chaises en bois rétro. L'endroit dégageait une atmosphère paisible. Ici, murmura-t-il pour lui-même, j'ai l'impression d'être déjà venu. Mon cœur se serra. Nous sommes venus une fois. C'était après que nous soyons devenus très proches. Un jour, pendant une promenade. Il m'a emmené ici. Il m'a dit que c'était un endroit où il venait souvent avant. Que le latte y était vraiment authentique. Il m'a commandé un latte. Et pour lui, un americano. En vérité, je n'aime pas trop le café. Surtout le café noir, si amer. Mais je n'ai rien dit. Je me suis contenté de le regarder siroter le sien à petites gorgées. Sa posture était si élégante, on aurait dit une peinture. Ce jour-là, il a très peu parlé. Il est juste resté assis, en silence. Je pouvais le sentir. Cet endroit portait en lui de nombreux souvenirs de lui et d'Ito Cheng. Le fait qu'il m'ait emmené ici était peut-être une sorte d'adieu silencieux. Je suis resté avec lui. J'ai fini en silence ce verre qui, pour moi, était bien trop amer. Ce latte. Après ça, il ne m'a plus jamais emmené ici. Et plus tard, chaque fois qu'il m'attendait près du pont, il avait toujours un thé au lait tiède à la main. Parfois aux perles de tapioca. Parfois à la purée de taro. Toujours mes parfums préférés. Il n'a jamais rien dit. Et je n'ai jamais rien demandé. Il y avait entre nous une complicité qui n'avait pas besoin de mots. On n'est venu qu'une seule fois. Ruyant détourna son regard vers moi. Oui. Seulement une fois. Ai-je répondu. Pourquoi ? Je l'ai regardé, j'ai hésité un instant. Et j'ai décidé de dire la vérité. Parce que tu as remarqué que je n'étais pas très fan de café. Les fois d'après, quand on s'est vu, tu avais toujours un bubble tea à la main. Il s'est figé. Il a baissé les yeux vers le bouquet d'iris qu'il tenait. Puis il a relevé la tête vers moi. L'émotion dans son regard était si complexe que je n'arrivais pas à la déchiffrer. Après un long silence, il a murmuré, « Alors, dans ce cas, on va s'en acheter un maintenant ?» Mon cœur a été comme effleuré par une main chaude. Bon. Finalement, nous n'avons pas traversé la route. Nous avons fait demi-tour et pris une autre rue. Là-bas, il y avait cette boutique de bubble tea qui est devenue notre repère. Il a commandé 2 bubble teas aux perles de tapioca. Exactement comme dans mon souvenir. Peu de sucre, sans glaçons. Il m'a tendu le mien. Ses doigts ont effleuré le dos de ma main, comme par inadvertance. Je tenais ce gobelet tout chaud. Et j'ai senti cette chaleur se diffuser jusqu'au fond de mon cœur. Nous avons continué à marcher.
Et sans nous en rendre compte, nous sommes arrivés sur ce pont. C'est là que notre histoire a commencé. Et c'est aussi la source de sa souffrance. 3 ans plus tôt, Liu Ruiyan, à cause de la trahison et de l'abandon de Yi Tengcheng, s'est retrouvé plongé dans un chagrin d'amour qui a duré 2 ans. Pendant cette période, il venait sur ce pont tous les jours. Pas pour en finir. Il me l'a dit lui-même un jour. L'envie lui avait traversé l'esprit. Mais sa fierté et sa raison, au plus profond de lui, le retenaient fermement. Il aimait juste regarder le fleuve couler sous le pont. Regarder ces poissons qui nageaient inlassablement à contre-courant. Il disait qu'en les regardant, c'était comme s'il se voyait lui-même, en train de se débattre dans la boue. C'est ici que je l'ai rencontré pour la première fois. À l'époque, je n'étais qu'une étudiante fauchée. Chaque jour, je prenais un chemin différent pour me promener, à réfléchir à des questions un peu folles. Ce jour-là, le hasard m'a mené sur ce pont. Et je l'ai vu. Il se tenait juste là, au bord du pont. Il portait une robe blanche. Sa silhouette était si frêle qu'on aurait dit que le vent pouvait l'emporter à tout moment. Il ne pleurait pas. Son visage n'exprimait aucune émotion forte. Il se contentait de fixer la surface du fleuve, en silence. Son regard vide me fendait le cœur. Je pouvais la sentir. Cette tristesse profonde qui émanait de lui. Une tristesse si tenace, impossible à dissiper. Je n'ai pas osé m'approcher pour le déranger. Je suis resté un peu plus loin, faisant semblant d'admirer le paysage, tout en l'observant discrètement, jusqu'à ce qu'il se retourne et s'en aille. Le lendemain, pour en avoir le cœur net, j'ai repris le même chemin. Et comme je m'y attendais, à la même heure, je l'ai revu, au même endroit, dans la même posture. Cette fois, je n'ai pas pu me retenir. Je me suis approché. Je me suis placé à côté de lui, l'air de rien. Puis, j'ai pris la parole d'un ton que je voulais le plus détendu possible. Salut. Il y a quelque chose de spécial avec les poissons, par ici? Ma voix soudaine l'a fait sursauter. Il s'est tourné vers moi. Il y avait une lueur de méfiance dans son regard. Mais il a vite percé à jour la bienveillance maladroite de mon approche. Il a secoué la tête. Sa voix était un peu rauque. Rien de spécial. Je me suis gratté la tête. L'ambiance était un peu gênante. Ah. Je pensais qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire à voir. Vu que tu viens tous les jours. Il a marqué un temps d'arrêt. Puis il a semblé comprendre. Je ne vais pas faire de bêtises, a-t-il dit d'un ton neutre. J'aime juste passer un moment ici. Je sais, ai-je répondu en le regardant droit dans les yeux, d'un air sérieux. Mais une impulsion, ça porte bien son nom. C'est justement parce qu'on ne sait jamais s'il y aura un moment où on perd le contrôle. Va donc marcher un peu ailleurs, ai-je suggéré. À force de regarder le fleuve, mon cœur aussi s'emplit de mélancolie. Il n'a rien dit. Il se contentait de me regarder en silence. C'est ainsi que nos destins se sont liés. Puis, il a vu les poissons dans l'eau. Et il a commencé à accepter de quitter ce pont pour se promener avec moi. Et moi, même si je n'avais plus aucune raison de prendre ce chemin, je continuais, jour après jour, à marcher vers ce pont. Vers lui. C'est ici. Je me tiens au milieu du pont, regardant Ruiyan qui s'est aussi arrêté à côté de moi. Et je dis à voix basse. C'est ici que nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Il serre son bouquet d'iris, appuyé contre la balustrade. Son regard plonge dans les eaux tumultueuses du fleuve en contrebas. Le vent soulève les mèches de cheveux sur ses tempes, frôlant ses joues pâles. Son regard, et celui que j'ai vu il y a 3 ans, la première fois que je l'ai rencontré, se superposent peu à peu. Il y a de la tristesse, de la confusion, et aussi une sorte de nostalgie. Moi aussi, je baisse les yeux vers le fleuve. Avec un mélange de nostalgie et d'émotion, je dis. À l'époque, je t'avais demandé si les poissons ici avaient quelque chose de spécial. Il n'y a rien de spécial, dit-il soudain, m'interrompant. Mon cœur rate un battement. Je tourne brusquement la tête et le dévisage. Le temps semble s'arrêter à cet instant. Le flot incessant des voitures et des passants autour de nous devient un simple arrière-plan silencieux. Dans mon monde, il ne reste plus que lui. Finalement, il tourne lentement la tête vers moi. Je ne sais quand, mais ses yeux ont rougi. Une fine brume de larmes embut son magnifique regard, le rendant flou. Mais je sais qu'il s'efforce de me voir distinctement. Une larme, sans crier gare, glisse du coin de son œil, le long de sa joue lisse, et tombe sur le bouquet d'iris d'un blanc pur. Et puis, il sourit. Son sourire était mêlé de larmes. Mais il était aussi radieux qu'un arc-en-ciel après la pluie. Il a ouvert la bouche. D'une voix brisée par les sanglots, mais incroyablement claire. Et avec une intonation si familière. Il m'a appelé doucement, Boda. Ce surnom que dans nos moments les plus intimes. Il était le seul à utiliser. Ça a résonné dans ma tête comme un coup de tonnerre. Mon corps s'est figé sur place. La seconde d'après, il a lâché les fleurs qu'il tenait. Le bouquet d'iris blanc s'est éparpillé sur le sol. Sans se soucier de rien. Il s'est jeté dans mes bras de toutes ses forces. Il m'a serré si fort. Comme s'il voulait se fondre en moi. Je sentais ses larmes chaudes imbiber rapidement le tissu de ma chemise. Son corps tremblait légèrement contre le mien.
J'ai entendu sa voix, étouffée contre ma poitrine. Sourde mais chaque mot était distinct, Boda. Je me souviens de tout. Je me souviens de cette énigme, je me souviens. De toi, tenant un énorme bouquet d'iris blanc. En train de m'attendre comme un idiot sur le pont. Je me souviens. Que tu n'aimais même pas le café. Mais que tu as bu toute une tasse de latte amère avec moi. Je me souviens. De ton regard quand je te parlais de ces théories financières ennuyeuses. Ce regard concentré et plein d'admiration. Je me souviens. De la première fois que tu m'as pris la main. De la chaleur brûlante de ta paume. Je me souviens. De comment, devant moi, tu es passé d'un adolescent timide et maladroit, pour devenir petit à petit, l'homme capable de me protéger de tout. Je me souviens de nos efforts communs, de nos voyages, de la façon dont on a transformé cet appartement vide, en un endroit qu'on pouvait appeler notre foyer. Je me souviens absolument de tout. Pardon, Boda. Pardon. Il s'effondrait en sanglots dans mes bras. Et moi, après un instant d'euphorie et de choc, mon cœur a été envahi par une immense vague d'amertume et de tendresse poignante, jusqu'à en être complètement submergé. Je resserre mon étreinte, serrant son corps frêle encore plus fort contre moi. Je baisse la tête, je niche mon menton dans ses cheveux, et je ferme les yeux, luttant contre les larmes brûlantes qui me montent aux yeux. Ce n'est rien. Ma voix est incroyablement rauque. Tout est fini maintenant. L'important, c'est que tu sois de retour. Oui. Mon amour est enfin de retour, ramenant avec elle nos 5 longues années de souvenirs uniques. Elle est revenue à mes côtés, malgré les épreuves. Tout est enfin rentré dans l'ordre, comme l'arc-en-ciel qui apparaît toujours après la pluie. Point de vue de Liu Ruiyan. Pendant les 2 ans qui ont suivi ma rupture avec Itosei, mon monde était gris. Chaque jour, j'allais sur ce grand pont qui enjambe le fleuve. Non pas pour en finir, mais juste pour regarder l'eau couler. Le monde sous la surface m'attirait énormément. Mais je ne me suis pas autorisé, à cause d'une relation ratée, à renoncer à la vie. Itosei n'en valait pas la peine. Jusqu'à ce jour, une voix un peu jeune et timide a retenti à mon oreille. Bonjour. Est-ce que les poissons ici ont quelque chose de particulier? J'ai sursauté. En me retournant, j'ai vu un garçon grand et mince. Il portait un simple t-shirt blanc et un jean, et avait un sac sur le dos. Il ressemblait à un étudiant de l'université voisine. Son regard était pur, empreint d'une bienveillance prudente. Et mon cœur, qui s'était hérissé de piquant à cause de ma rupture, s'est un peu adouci. J'ai secoué la tête. Sa voix était un peu rauque, comme s'il n'avait pas parlé depuis un moment. Rien de spécial. Il avait l'air un peu gêné. Il s'est gratté la tête. Et moi qui pensais qu'il y avait un spectacle à voir. À force de te voir venir tous les jours, j'ai tout de suite compris qu'il essayait de m'aborder. Ça m'a fait sourire et en même temps, ça m'a réchauffé le cœur. Je ne ferai pas de bêtises, je le lui ai promis. Je sais. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit très sérieusement. Mais si on appelle ça une impulsion, c'est justement parce que tu n'es pas sûr. S'il n'y aura pas un moment où tu perdras le contrôle. Allons marcher ailleurs. À force de regarder le fleuve, ton humeur finit par devenir maussade, elle aussi. Je ne l'ai pas contredit. J'ai juste commencé à parler de tout et de rien. De fables en rapport avec les poissons. Mais au final, il s'est mis à discuter avec moi de l'évolution des poissons, et des espèces typiques de ce fleuve. En souriant, je lui ai demandé s'il étudiait la biologie. Il m'a répondu qu'il était en informatique. La biologie, c'était juste un hobby. Ensuite, comme il se faisait tard, je lui ai simplement dit au revoir et je suis parti. Sur le chemin du retour, je me suis soudain fait une réflexion. Il ne va quand même pas revenir demain, si? La réponse était oui. Après ce jour-là, il est vraiment venu tous les jours. Nous avons commencé à échanger. Même si la plupart du temps, c'était très gênant. Il me parlait de l'architecture de von Neumann et de la machine de Turing, analysant l'architecture matérielle sous-jacente. Je voyais bien que ce n'était pas vraiment ce dont il avait envie de parler. Mais j'imagine que pour lui, sur le moment, il ne trouvait tout simplement pas comment continuer la conversation avec une parfaite inconnue. Je n'y comprenais absolument rien. Mais, je ne sais pas pourquoi, j'arrivais quand même à l'écouter. Peut-être que comparé au bruit monotone du fleuve sous le pont, même en se forçant à parler, ce serait beaucoup plus intéressant, non? Le voir en sueur, en pleine conversation gênante. Je ne sais pourquoi, l'envie de m'amuser m'a prise. J'ai eu la flemme d'utiliser les formules de politesse habituelles pour mener la conversation. Au contraire, je me suis mise à dire n'importe quoi, moi aussi. Je lui ai parlé des accords de Bâle et de l'assouplissement quantitatif. J'ai analysé l'impact des politiques macroéconomiques sur le marché. Et je savourais le fait que même s'il était complètement perdu, il s'efforçait de trouver dans mes propos un moment pour montrer son admiration. Un prétexte pour s'exclamer « Ah, je vois ». Et puis, face à mes questions en retour, il s'embrouillait encore plus. Je ne m'en lassais pas. Et puis, petit à petit, quand j'allais sur le pont, la première chose à laquelle je pensais n'était plus les poissons dans la rivière, mais lui, que je croisais là-bas tous les jours.
Je ne sais pas depuis quand. Mon cœur, depuis longtemps desséché, a recommencé à montrer un signe de vie grâce à lui. Il s'appelle Jiboda. Un nom ordinaire. Mais qui, comme un caillou, jeté dans le lac stagnant de mon cœur, y a créé des ondes. J'ai commencé à trouver que ses yeux, qui se donnaient toujours des airs blasés, mais qui en réalité étaient si purs et sincères, avaient quelque chose de mignon. Plus mignon que ceux d'Ito Cheng. Et, à ma grande joie secrète, je sentais qu'il était lui aussi attiré par moi. Il m'a dit plus d'une fois qu'il n'avait jamais rencontré une fille comme moi. Il disait que mes paroles étaient pleines de force et de perspicacité, qu'elles dégageaient une impression de puissance. Ça me déstabilisait un peu. Je savais que ce n'étaient pas des mots doux. Il n'était pas encore assez effronté pour dire des mots d'amour aussi franchement sans sourciller. Mais c'était justement ce genre de paroles qui, sans être des mots doux, valaient bien plus. Celles qui savaient le mieux toucher la corde sensible. Puis un jour, je me suis lassé de regarder les poissons sous le pont. J'ai décidé de quitter ce pont pour explorer d'autres chemins. Ce soir-là, j'étais encore près du pont. Mais ce n'était pas pour regarder le fleuve, je l'attendais, lui. Il est venu au rendez-vous. En me voyant sur le bord de la route, il avait l'air un peu tendu. Je lui ai souri. Et j'ai commencé à marcher. Il a été surpris un instant. Puis il m'a tout de suite rattrapé pour marcher à mes côtés. Nous n'avons rien dit. Et pourtant, c'était comme si tout avait été dit. À partir de ce jour, sans un mot, nous avons commencé notre promenade quotidienne du soir. Il n'avait pourtant plus aucune raison de veiller sur moi, pour m'empêcher de faire une bêtise. Et moi, je pouvais très bien marcher seul. Mais nous ne pouvions nous empêcher de nous diriger vers ce pont, l'un vers l'autre. Nous avons arpenté de nombreuses rues de cette ville, parlant de tout et de rien, sans but précis. Une fois, je l'ai emmené dans un café que j'aimais beaucoup autrefois, mais où je n'étais pas retourné depuis longtemps. C'était un lieu de souvenir pour Ito Cheng et moi. Je lui ai commandé un café latte et un americano pour moi. Je l'ai regardé soulever sa tasse et froncer légèrement les sourcils au milieu de l'arôme intense. C'est là que j'ai compris qu'il n'aimait pas le café, surtout le café amer. Mais il n'a rien dit. Il a simplement bu avec moi, en silence, cette boisson qui pour lui était bien trop amère. Après ça, je ne l'y ai plus jamais emmené. Plus tard, j'ai essayé de lui acheter du thé au lait. Il a adoré. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Entre nous, une sorte de complicité silencieuse grandissait doucement. Plus tard, pour gagner un peu d'argent, il a trouvé un petit boulot chez un fleuriste au coin de la rue. À cette époque, il portait toujours sur lui un léger parfum de fleurs, mêlé à l'odeur du soleil. C'était si agréable, ce jour-là, pendant notre promenade. Il m'a soudain demandé, « Quelle est ta fleur préférée ?» La lueur du crépuscule se déversait sur la rivière. Et sur son visage. Elle teignait ses cheveux doux d'un or chaleureux. En le regardant, j'ai eu une envie soudaine de le taquiner. J'ai plissé les yeux, avec un sourire de chat qui vient de voler la crème. L'iris. Pourquoi a-t-il insisté? Parce que l'iris. J'ai délibérément fait traîner ma voix. Le voir si perplexe. C'était vraiment amusant. Dans la mythologie grecque, Iris est la personnification de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel? Il était encore plus confus. C'est une devinette, tu sais. J'ai cligné des yeux. Mais je l'ai rendu très simple. Devine quelle est la réponse à ma devinette. Je le regardais, ses yeux si brillants, remplis de curiosité à mon égard, et d'une pointe de fascination à peine perceptible. À cet instant, mon cœur s'est mis à battre la chamade. La réponse à la devinette? La réponse, c'est toi. Tu es l'arc-en-ciel qu'après cette longue pluie, j'ai eu la chance, la très grande chance de rencontrer. La réponse, c'est Jiboda. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi. Bien sûr, je ne l'ai pas dit à voix haute. Je me contentais de le regarder, en espérant qu'il comprendrait le message que j'avais caché dans ma devinette. Il n'a pas trouvé. Ce garçon, avec sa tête pleine de codes et de formules. Ce scientifique ne pouvait tout simplement pas comprendre mes détours poétiques et romantiques. Il s'est gratté la tête, embarrassé. Il a proposé le pont arc-en-ciel, ou encore après la pluie, le beau temps, mais j'ai secoué la tête en souriant à chaque fois pour lui dire non. Le lendemain, comme d'habitude, je suis allé l'attendre près du pont. Je l'ai vu de loin, dans ses bras. Il tenait un énorme bouquet d'iris d'un blanc pur. Au coucher du soleil, il tenait ce bouquet de fleurs, tel un croyant fervent. Il portait en lui toute sa foi. À cet instant, mes pas se sont arrêtés. Mon cœur a été violemment frappé, par une force immense et douce. Il n'avait pas deviné la réponse à l'énigme. Mais il m'a donné une réponse bien plus touchante que la solution elle-même. Il s'est approché de moi et m'a tendu le bouquet, les joues légèrement rouges. Je n'ai toujours pas trouvé. Mais je me suis dit qu'en t'offrant quelque chose que tu aimes, je ne pouvais pas me tromper. J'ai pris le bouquet. Les pétales portaient encore la rosée du matin. Leur parfum vif et pur m'a instantanément enveloppé. J'ai baissé la tête, utilisant les fleurs pour cacher mes yeux qui, malgré moi, rougissaient. Puis j'ai relevé la tête et lui ai offert un sourire radieux.
Ce bouquet d'iris. Je l'ai mis dans le vase en porcelaine blanche le plus en vue du salon. Dans le vase. À partir de ce jour, notre relation a connu un bond qualitatif. Il a commencé à apparaître de plus en plus souvent dans mon univers. Nous mangions ensemble. Allions au cinéma ensemble. Nous blottissions sur le canapé ensemble. À discuter de sujets qui semblaient inépuisables. J'ai commencé à lui enseigner quelques notions de commerce. Il apprenait très vite. Sa capacité à déduire 10 choses à partir d'une seule m'a moi-même surprise. J'ai découvert qu'il n'avait pas seulement un cœur pur, mais aussi, à la hauteur de cette pureté, un talent et une intelligence incroyables. J'étais de plus en plus convaincu qu'il était destiné à de grandes choses, qu'il pourrait vraiment prendre son envol et atteindre les sommets. Et j'étais prête à être le vent qui le porterait. La deuxième année de notre relation, il a obtenu son diplôme universitaire. Sous mes encouragements, il a décidé de créer sa propre entreprise. Je l'ai soutenu sans la moindre réserve, devenant le premier ange investisseur de sa société. Mes parents, quand ils l'ont appris, étaient si furieux qu'ils ont failli rompre les ponts avec moi. Ils ne comprenaient pas pourquoi j'abandonnais un Ito Cheng issu d'une famille si prestigieuse. Quand j'ai choisi ce garçon qui, à leurs yeux, n'avait rien. Ils ont dit que j'étais folle. Peut-être bien. Mais je savais que j'étais plus lucide que jamais. J'en avais assez des calculs et des intérêts des alliances familiales. J'en avais assez du modèle de mariage de mes parents, une façade, où ils se torturaient mutuellement. Tout ce que je voulais, c'était un amour pur. Un amour sincère. Et si je ne le trouvais pas, alors je pouvais très bien rester célibataire, sans amour ni mariage. Mais j'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré Jiboda. Il n'était pas bête. Avec mon aide et mon soutien, sa nouvelle entreprise a grandi bien plus vite que je ne l'avais imaginé. Les préjugés de mes parents à son égard se sont peu à peu dissipés. J'ai aussi commencé à prendre la relève dans l'entreprise d'Eliu. Tout allait pour le mieux. Et puis, nous nous sommes mariés. Devant la mairie. Nous tenions nos 2 petits livrets rouges. En riant comme 2 idiots. Il a dessiné pour moi une alliance unique au monde. Dessus étaient gravées les initiales de nos noms. Lors de la cérémonie, nous nous sommes fait la promesse de nous aimer pour la vie. Nous avons acheté cet appartement en étage élevé dans le centre-ville. Il n'était pas très grand, mais la vue était magnifique. Ensemble, nous l'avons transformé, partant d'un simple espace vide, pour en faire, petit à petit, un foyer qui nous ressemblait. Les murs étaient couverts de photos prises lors de nos voyages, à travers le monde, au sommet d'une montagne enneigée en Suisse. Il m'enveloppait tendrement dans son grand manteau, et embrassait le bout de mon nez, tout rouge à cause du froid. Dans les champs de lavande de Provence, je glissais un petit bouquet de fleurs violettes sur le col de sa chemise. Son sourire était plus éclatant que le soleil. Sur les chemins pavés de Kyoto, vêtu d'un kimono, je me mettais sur la pointe des pieds pour lui voler un baiser sur la joue. Il m'a prise sur le fait, puis il a pris les devants et m'a embrassé jusqu'à en perdre le souffle. Il y a eu aussi cette fois, dans la cuisine de notre maison. Je portais sa chemise blanche. Par-dessus, un tablier rose qui n'allait pas du tout avec. J'avais de la farine sur le visage. Et je le menaçais en rigolant avec une spatule. Lui, il était juste à côté, avec ce regard à la fois tendre et amusé. Il me regardait faire mes bêtises en souriant. Ces moments de bonheur ont été immortalisés par l'appareil photo, et ils se sont gravés au plus profond de mon âme. Je pensais que nous serions heureux comme ça pour toujours. Jusqu'au jour de cet accident de voiture. Nous marchions main dans la main sur le chemin du retour, en train de discuter de nos prochaines vacances. Le soleil était radieux. La brise était douce. J'ai tourné la tête pour regarder son magnifique profil. Mon cœur était rempli d'une plénitude et d'une paix que je n'avais jamais connue. Soudain, un crissement de pneus, strident et perçant, a déchiré cette quiétude. Par réflexe, j'ai tourné la tête. Une voiture noire, tel un animal sauvage devenu fou, fonçait droit sur nous, hors de contrôle, en direction de Jiboda. À cet instant, le temps a semblé ralentir à l'infini. Mon esprit est devenu complètement vide. Toute ma raison, toutes mes pensées ont disparu en un instant. Une seule idée persistait, il ne devait rien lui arriver. Je n'ai pas hésité une seule seconde. De toutes mes forces, je l'ai poussé violemment sur le côté. J'ai senti un impact d'une violence inouïe. J'ai vu son visage. Son visage instantanément déformé par la terreur et le désespoir. J'ai vu sa main se tendre vers moi, impuissante. Le monde devant moi a perdu toutes ses couleurs. Et j'ai sombré dans une obscurité sans fin. Boda, je suis désolé. On dirait que, je ne pourrai plus continuer la route avec toi.